Bienvenue pour cette exploration concentrée aujourd'hui sur une urgence absolue, le choc cardiogénique. Oui, un sujet vraiment critique. On va essayer de décortiquer ensemble les points essentiels en s'appuyant sur un chapitre de médecine intensive et réanimation. L'idée, c'est de comprendre c'est quoi exactement, comment on le repère vite, quels sont les gestes immédiats et qu'est-ce qui cause ça. C'est ça, dégager l'essentiel pour l'action. Parce que c'est vraiment l'insuffisance cardiaque aiguë dans sa forme la plus grave, la plus redoutable. Absolument, chaque minute compte. Sans traitement rapide, on le sait, c'est la défaillance multiviscérale et le décès. Alors, prêt à plonger au cœur du sujet ? Allons-y. Alors, pour commencer simple, c'est quoi le choc cardiogénique ? Imagine le cœur comme une pompe. Dans le choc cardiogénique, cette pompe, elle n'arrive plus à envoyer assez de sang pour les besoins du corps. D'accord. Et donc, résultat, tu as une défaillance circulatoire majeure. Tout le système souffre. Et comment on le suspecte sur le terrain, cliniquement ? Il y a des signes typiques ? Oui, alors, souvent, il y a une espèce de triade, si on veut. Premièrement, une hypotension artérielle, la tension qui chute. Logique. Deuxièmement, des signes que les organes périphériques manquent de sang, ce qu'on appelle l'hypoperfusion. Ça peut être la peau froide, les marbrures. Les fameuses marbrures, oui. Voilà, le temps de recoloration cutanée qui est long, plus de 3 secondes. La personne peut être confuse aussi. D'accord. Et le troisième signe ? Le troisième, ce sont les signes de congestion, de surcharge du cœur. Soit une grosse difficulté à respirer, type œdème aigu du poumon, l'OAP si c'est le cœur gauche qui lâche. Les poumons qui se remplissent d'eau, en gros ? C'est ça. Soit, si c'est le cœur droit, on voit les veines du cou qui sont gonflées, la turgescence jugulaire. Ça montre que le sang a du mal à revenir au cœur. Ok, donc tension basse, mauvaise perfusion et signe de surcharge. Mais cette triade, elle est toujours là, bien nette. Ah justement non. Et c'est là que ça se complique un peu. C'est intéressant parce que ce tableau, il n'est pas toujours complet. Ah oui ? Ouais, près de 30% des patients, au début, ils peuvent avoir une pression artérielle qui semble normale. Faussement normale. D'accord, donc faut pas se fier qu'à la tension. Exactement. Et parfois, les signes de congestion, l'EAP ou la turgescence, ils peuvent être assez discrets, un peu cachés par l'état de choc général. Donc, message clé, vigilance, même si le tableau n'est pas parfait. Tout à fait. Faut vraiment avoir l'œil clinique affûté. Ok. On suspecte le choc, la situation est critique. Qu'est-ce qu'on fait là, tout de suite? Les premières mesures. Alors, priorité absolue, stabiliser et surveiller. Donc, monitoring continu. Tension, saturation en oxygène, rythme cardiaque. Tout ça en continu. Le scope, quoi. Voilà. Ensuite, très vite, poser 1 ou 2 bonnes voies veineuses. Indispensable pour les médicaments d'urgence. D'accord. Et pour la respiration ? Soutenir la respiration, c'est crucial. De l'oxygène, bien sûr, pour viser une SpO2, une saturation au-dessus de 94%. Et si ça suffit pas, faut pas hésiter à envisager une assistance ventilatoire, une intubation si besoin. Et on appelle qui ? Et bien sûr, on appelle de l'aide spécialisée immédiatement. Le réanimateur si on est à l'hôpital, ou le SAMU, le SMUR si on est en dehors. Logique. Question bête peut-être, mais on voit souvent dans les chocs qu'on remplit le patient, on met des perfusions. C'est le cas ici ? Alors là, attention, c'est le gros piège. Surtout si le patient a des signes d'œdème pulmonaire, donc le cœur gauche qui est en difficulté. Pourquoi ? Si tu donnes beaucoup de liquide à ce moment-là, tu vas juste aggraver la surcharge, tu vas noyer encore plus les poumons. C'est vraiment contre-productif. D'accord. Donc prudence plus avec les perfusions. Prudence maximale. La règle, c'est au non. Remplissage vasculaire très prudent, voire à éviter, sauf une situation très spécifique où ce serait juste le cœur droit qui est touché, et encore, on y va mollo. Compris. Une fois ces gestes immédiats faits, quels examens nous aident à y voir plus clair, à confirmer et chercher la cause ? Alors, il y en a 2 qui sont vraiment fondamentaux en urgence. D'abord, l'électrocardiogramme, l'ECG. Classique. Oui, rapide, facile, partout. Il peut déjà nous orienter sur la cause, un infarctus, le fameux syndrome coronaire aigu qui est, rappelons-le, la cause la plus fréquente. D'accord. Ou alors il peut montrer un trouble du rythme grave ou un problème de conduction électrique du cœur. Et le deuxième examen clé ? Le deuxième, et c'est vraiment l'examen fondamental, c'est l'échocardiographie transthoracique, l'ETT, faite au lit du malade. L'écho-cœur. Voilà, l'écho-cœur, elle nous montre directement comment le cœur travaille. Est-ce qu'il se contracte bien? Le débit cardiaque est-il effondré? Est-ce qu'il y a un problème sur une valve
Ou même une tamponnade, tu sais, du liquide autour du cœur qui l'empêche de fonctionner. Ah oui, ça c'est décisif pour le diagnostic. C'est ça. Ça confirme le choc cardiogénique et ça aide énormément pour la cause. Et les prises de sang, la radio des poumons, ça apporte quoi? Oui, ça complète. La prise de sang, elle va mesurer par exemple les lactates. C'est un bon marqueur de la souffrance des tissus, du manque d'oxygène. Pour évaluer la gravité en fait. Exactement. Et puis on vérifie aussi comment les autres organes tiennent le coup. Les reins, le foie. La radio des poumons, elle, peut objectiver l'œdème pulmonaire si le cœur gauche est atteint. Et la troponine, dont on parle souvent pour l'infarctus? Alors, la troponine, oui, elle peut être élevée. Mais son intérêt diagnostique ici est un peu moins crucial si l'ECG et l'écho sont déjà très parlants pour un infarctus, par exemple. C'est plus pour confirmer a posteriori parfois. D'accord. On a vu comment reconnaître et confirmer. Mais pourquoi Tradjo? Pourquoi le cœur lâche comme ça, brutalement? Quelles sont les causes principales? Alors, on peut les classer en quelques grandes catégories pour simplifier. La plus fréquente, et de loin, c'est quand le muscle cardiaque lui-même est défaillant. Le myocarde. Voilà, le myocarde. Et là, le chef de file, c'est l'infarctus du myocarde étendu. Ça représente à peu près 80% des chocs cardiogéniques. Quand même. Oui, c'est massif. Mais ça peut aussi être une myocardite, une inflammation du muscle, ou alors la décompensation aiguë d'une maladie cardiaque chronique déjà connue, une cardiomyopathie, ou même une intoxication par un médicament. Ok, ça c'est pour le muscle. Quoi d'autre? Deuxième grande famille, les problèmes électriques. Soit le cœur bat beaucoup trop lentement, un bloc auriculo-ventriculaire complet par exemple, soit il bat beaucoup trop vite et de manière chaotique, comme certaines tachycardies ventriculaires ou une fibrillation auriculaire très rapide. D'accord. Le rythme qui déraille complètement. C'est ça. Troisième famille, un problème mécanique au niveau des valves cardiaques. Une valve qui se met à fuir massivement d'un coup ou au contraire qui se bloque. Ça peut arriver dans une endocardique ou comme complication d'un infarctus ou sur une prothèse de valve qui dysfonctionne. La plomberie interne qui casse, en quelque sorte. Exactement. Et enfin, une quatrième catégorie un peu à part, les chocs dits obstructifs. Là, c'est pas le cœur lui-même qui est malade au départ, mais quelque chose qui bloque la circulation. Comme quoi, par exemple? L'exemple le plus dramatique, c'est l'embolie pulmonaire massive, qui bouche l'artère pulmonaire, le sang ne peut plus aller au poumon. Ou alors la tamponnade, dont on a parlé, Oui. du liquide qui s'accumule autour du cœur et qui le comprime, l'empêche de se remplir. D'accord, très clair. Donc, si on essaye de résumer tout ça, choc cardiogénique égale urgence vitale absolue, le cœur n'assure plus son rôle de pompe, C'est ça. on le suspecte sur des signes cliniques, tension basse, mauvaise perfusion des organes et des signes de surcharge cardiaque, de congestion. La confirmation et l'orientation sur la cause se font beaucoup avec l'ECG et surtout l'échographie cardiaque au lit du patient. Le TT, exactement. Et pour les causes, la plus fréquente, c'est l'infarctus, mais il faut absolument penser aussi aux troubles du rythme, aux problèmes de valve et à ces fameuses obstructions comme l'embolie pulmonaire ou la tamponnade. Tout à fait, tu as bien résumé l'essentiel. Et pour finir, peut-être une petite réflexion, un cas un peu particulier pour faire réfléchir. Ah oui, vas-y. Imagine, tu as un patient en état de choc, avec une grosse turgescence jugulaire, les veines du cou bien gonflées, mais, et c'est ça le point clé, sans signe évident d'œdème pulmonaire à l'auscultation ou à la radio. Choc plus veine gonflée, mais pas d'eau dans les poumons. Voilà. À quoi tu penses en priorité dans ce cas-là? Mais là, il y a 3 diagnostics qui doivent venir tout de suite à l'esprit. Lesquels? Embolie pulmonaire massive, tamponnade, ou alors un infarctus, mais qui touche spécifiquement le ventricule droit du cœur. Ah oui, d'accord. Et dans ces cas-là, tu vois, l'échographie cardiaque devient encore plus cruciale, encore plus décisive pour faire la différence rapidement. Ça montre bien qu'il faut toujours analyser l'ensemble des signes et adapter son raisonnement. Exactement. La clinique, c'est jamais juste une checklist, c'est un raisonnement constant face à une situation unique.